Sur cette idée de partage et de dette, qui, à mon avis, est totalement fondamentale pour comprendre beaucoup de choses, dans toutes les sociétés humaines d'ailleurs. Pas simplement... simplement le partage est beaucoup plus important pour les Inuits ou pour les Palawans qu'il l'est pour nous. Alors pour faire comprendre la différence entre le don et le partage, j'utilise toujours l'exemple suivant qui est très simple. Dans les vieilles sociétés patriarcales ou moyennement patriarcales, rurales, européennes, le maître de maison tenait un couteau et la miche et coupait des morceaux de pain de la miche et les tendait tour à tous les convives qui étaient attablés, donc sa famille, ses enfants, sa femme et les valets de ferme qui étaient là. Bon. Donc c'est lui qui donnait le pain. Symboliquement, c'était très fort. Hein, c'est lui qui donnait le pain, les autres recevaient le pain, donc la nourriture, et lui devait, en contrepartie, des services, bien sûr. Il était le maître et eux étaient des serviteurs ou des aides. Bon. Si je vous invite à dîner ou à déjeuner, je coupe du pain, je le mets dans une panière et chacun se sert. Personne ne donne le pain à personne. Aucune dette ne se crée entre moi ou un autre convive et un autre convive ou les autres. Il n'y a pas de dette. Chacun prend. Et personne ne doit rien à personne. Dans l'espace et le temps du repas, bien entendu. Mais c'est tout de même une différence considérable et radicale entre deux types de relations. L'une qui implique une dette et l'autre qui implique aucune dette parce que personne ne donne à personne. Donc partager, c'est distribuer sans donner. C'est distribuer sans donner. Alors comment est-ce que les Palawans font ça? Alors on trouve ça un peu partout, il y a des formes différentes de part. Le chasseur, alors, ses partages s'exercent essentiellement sur la viande de chasse. Lorsqu'ils attrapent, alors le seul gros animal, c'est les sangliers. Alors qu'on attrape un sanglier au piège ou à la lance, celui qui l'a attrapé ramène la proie à son beau-père, qui est en général justement le centre du groupe local. Le beau-père va la découper en petits tas, en petits morceaux, on va prendre un petit peu, il va en donner peut-être un quart ou la moitié au chasseur, et le reste va être distribué en parts égales en fonction du nombre de personnes par famille, à toutes les familles du groupe local. Donc qu'est-ce que fait le chasseur là? Il n'est pas le propriétaire de la proie qu'il a tuée. Il est celui qui apporte la proie. Et celui qui la distribue, c'est le beau-père. Parce que cette proie, elle ne lui appartient pas. D'abord, elle a été donnée au groupe. Par qui? Par le maître des sangliers. Et j'ai trouvé une croyance tout à fait semblable chez les Inuits. C'est, d'après certains écrits que j'ai lus, c'est l'animal lui-même, l'ours, ou la baleine, ou le phoque, qui se donne au chasseur pour il se sacrifie, et le chasseur a l'obligation, justement, de le partager. D'ailleurs, souvent, les règles de partage chez les Inuits sont aussi très, très intéressantes. Il y a ce fameux exemple de Froshen, que vous connaissez bien entendu, qui est sur la banquise avec deux... Froshen est un Danois, ou un Suédois, et donc c'est un Européen qui est avec ses compagnons Inuits sur la banquise, et il rencontre un morse qui est sur la banquise. Alors c'est une proie facile, parce que le morse ne peut pas vraiment se déplacer, donc il court pour le tuer. L'un des deux compagnons Inuits court plus vite et est le premier à frapper le morse. Froshen arrive en second, il est tout content parce qu'il a
Et puis l'autre compagnon inuit le frappe en troisième. Et alors, ce qui se passe, c'est que le morse est donc découpé en 3 parts. La plus grosse, c'est celui qui l'a frappé en premier. La seconde plus grosse, c'est le troisième qui l'a frappé en premier. Et Froschen se fait avoir parce que c'est le deuxième qui l'a frappé à la part la plus petite. Bon, autrement dit, ce n'est pas, si vous voulez, vraiment l'ordre de préséance qui compte entre les chasseurs, mais c'est un ordre préétabli. De même, Robb explique que dans la capture de certains phoques, lorsque celui qui l'a harponné tire le phoque, tous les autres chasseurs inuits qui sont sur les kayaks, qui touchent le phoque, ont droit à une part. Ont droit à une part. Donc, le phoque n'appartient pas à celui qui l'a frappé, en tout cas n'appartient pas totalement. Il en aura une part, mais pas tout. Voilà. Donc c'est ce qui arrive. Mais alors après, comme les Inuits sont très sympas, celui qui a reçu la plus grosse ou la deuxième plus grosse part en donne un bon morceau à Froschen. Et vous vous rappelez, c'est fameuse. Et Froschen dit « Ah, bah que c'est gentil, merci, merci. » Ah, alors là, l'Inuit lui dit ici, on ne dit pas merci. On dit pas. Parce que c'est avec les cadeaux qu'on fait les esclaves, comme c'est avec le fouet qu'on dresse les chiens. Magnifique. Et ce qu'il disait, c'était ce que disait Sénèque. Bon. Accepter une faveur, c'est vendre sa liberté. Donc, ce qu'il y a en jeu, dans le partage, et qui s'oppose aussi radicalement à la réciprocité, donc à l'échange, c'est qu'il n'y a pas de dette et il n'y a pas de soumission de l'endetté, il n'y a pas d'asymétrie entre celui qui est endetté et celui qui possède cette dette et a donc barre sur celui à qui il a donné, l'endetté. Il n'y a pas de création parce que la proie est d'abord partagée et non pas donnée. Et après ce premier partage de la proie qui se fait en fonction de règles établies d'avance, il y a des dons et des contre-dons. Donc finalement, il y a toute une série de prestations, d'échanges, de distribution de nourriture qui passe aussi par la nourriture cuite, qui est aussi une autre forme de partage dans laquelle la nourriture est rassemblée et puis distribuée à tout le monde. Et alors, on trouve ça dans beaucoup de populations. Je voyais c'est Lee qui raconte ça, n'est pas, mais c'est que les cons qui chassent avec une flèche ont dans leur carquois des flèches qui ne leur appartiennent pas. Et quand ils tirent sur une proie et qu'ils la tuent, la proie appartient au propriétaire de la flèche. Au propriétaire de la flèche. Non pas au chasseur, mais au propriétaire de la flèche. C'est les Hadza, je crois aussi, oui. Ils récoltent des noix oléagineuses, qui est un aliment très important pour eux. Donc c'est les hommes, je crois, qui vont faire cette collecte. Et ils mettent ces noix dans des filets. Et quand ils ramènent ces noix dans leur filet, le propriétaire des noix, c'est la femme qui a tissé le filet. C'est pas celui qui l'a. Vous voyez, il y a constamment chez nous, on a le Père Noël, c'est-à-dire en fait une entité extérieure à la société, ou en tout cas distincte du producteur, qui est la véritable origine des choses, la véritable donateur. Donc le donateur, c'est l'animal ou l'esprit qui, je n'ai pas la moindre, le maître des animaux, maître des sangliers, etc. Donc ça, c'est fondamental parce que ça explique pourquoi c'est un contrat moral. Donc le partage est un autre contrat moral que le don. Le don est un contrat moral qui suppose l'asymétrie, la dette et la soumission, tandis que le partage suppose l'égalité et l'équivalence absolue. Voilà. C'est pour ça que le partage était là. Voilà. J'entendais parler une des spécialistes des Inuits, j'ai oublié son nom, une dame, vraiment un truc formidable. Bon.
et qui parlait des partages sans arrêt, tout partager, etc. Je me rappelle d'un des séjours, il n'y a pas très longtemps, que j'ai fait dans la montagne à Palawan. Donc je suis monté dans un groupe que je connaissais, je connaissais les gens, j'étais monté là avec un accompagnateur qui m'avait aidé. Bon. Donc je suis arrivé dans la grande maison, tout le monde est arrivé, une trentaine de personnes, peut-être des enfants, des femmes, tout le monde, quoi, pour me voir, pour me parler, être ensemble. Et puis donc j'ai fait bouillir de l'eau pour faire du café, enfin du Nescafé. Donc j'ai fait 2 tasses, une tasse pour moi, une tasse pour mon compagnon qui m'avait aidé à porter mes affaires et à m'habiter. Et puis bon, je buvais ma tasse de café et je voyais que lui, il distribuait le café, mais par petites cuillerées. Mais c'était des cuillerées, mais minuscules, quoi, des demi, des quarts de cuillère, parce qu'il y avait 30 personnes, une petite tasse de café. Alors je lui dis, mais attends, bon, on va faire du café, parce que qu'est-ce que tu vas faire à distribuer si peu de café? Ça fait que, bon, attends pas. Ça sert à rien de distribuer tellement peu. Et alors là, le maître de maison, qui était l'ancien dans le groupe, pourtant c'était un homme assez jeune, très très sympa, mais enfin c'était lui qui était le beau-père, qui avait des filles mariées dans le groupe. Et alors il m'a dit, tu comprends, ici, il faut que tout le monde ait, il faut que tout le monde vive. On ne peut pas faire si certains vivent, d'autres pas. Donc l'idée, n'est-ce pas, que tout le monde doit avoir, mais à part égale, est une idée absolument centrale et qui permet la cohésion du groupe. Et ça permet la cohésion du groupe parce que le partage permet la coopération, et ça c'est un autre concept, c'est fondamental, la coopération volontaire. Si, comme les Hadza et comme tous ces gens très égalitaires et anarchiques, les Palawans comme les autres mettent une valeur fondamentale dans l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle. Bon, personne ne donne d'ordre, il n'y a pas d'hétéronomie. C'est l'égalité, l'équivalence. Bon. Mais comment fait-on pour créer ce qui est essentiel à la survie du groupe, qui est la coopération? Sur le plan évolutionnaire, c'est bien sûr le mécanisme le plus important qui a permis la survie du genre humain. C'est la coopération. La coopération, d'abord, pour reproduire le groupe, élever les enfants, nourrir le groupe, protéger le groupe aussi. Il faut coopérer. On ne peut pas ne pas coopérer. Il faut coopérer tout le temps. Mais si on coopère et qu'après, dans la distribution du produit, il y a une inégalité, l'autonomie individuelle n'existe plus. L'égalité n'existe plus et la coopération disparaît. C'est pour ça que ces systèmes anarchiques sont systémiques. Si je coopère pour la chasse, une chasse collective, et que systématiquement les chasseurs avec qui je coopère ne me donnent une part minuscule ou aucune de la proie que j'ai contribué à chasser et à obtenir, je ne coopère plus avec ces gens-là. Je vais coopérer avec d'autres. Donc la vraie liberté, en tout cas pour le chasseur paléolithique, c'est pas de faire n'importe quoi, mais c'est de choisir avec qui et comment il coopère. Donc on voit que le débouché de tous ces systèmes de partage et d'égalité débouche sur le fonctionnement de ce qui est plus central et fondamental dans tous les groupes humains, qui est la coopération. Voilà, donc tout cela fait sens dans la mesure où il y a maintenant une sorte de système qui explique pourquoi des groupes anarchiques ou anarcho-grégaires ou égalitaires et sans système de pouvoir fonctionnent. Pourquoi ils peuvent coopérer sur une période assez longue et de façon suffisamment stable et assez longtemps pour assurer la survie du groupe, l'éducation des enfants, dont on sait qu'évidemment c'est le point crucial de la chose. Bon. Alors, il y a une autre dimension qu'il faut prendre en compte, dont j'ai peut-être parlé incidemment, mais qui doit être
mieux compressé. Bon. Alors, c'est des concepts qui paraissent philosophiques, mais qui, à mon avis, ne le sont pas vraiment. Enfin, peuvent être utilisés. Ils viennent de la philosophie, mais ils peuvent être utilisés pour notre sociologie primitive, pas primitive. C'est l'immanence et la transcendance. Alors, dans tous les grands récits, maintenant, les grandes narrations de l'évolution humaine, les Hariri, tous ces gens-là, il y a un moment qui se passe, c'est l'invention du symbolique, etc., ou du mythe. C'est-à-dire quelque chose qui se passe dans l'imaginaire humain et qui change tout, un peu dans l'évolution de l'homme, dans l'évolution de l'espèce. Moi, je pense que ce qui change tout dans l'évolution de l'espèce, à un moment donné, c'est la transcendance, c'est-à-dire la croyance qu'une entité transcendante, c'est-à-dire au-delà de la perception et même de la raison, hein, comme Dieu, voilà, est la source des valeurs que je dois intérioriser. Donc je deviens à la fois autonome, parce que ces valeurs, je les ai intériorisées, mais hétéronome, parce qu'elles viennent d'une source transcendante. C'est tout de même un mécanisme à la fois qui a l'air compliqué, difficile à comprendre, et qui pourtant est présent tous les jours, tout le temps. Tout le temps. C'est ce qui permet l'existence de la corporation. C'est ce qui permet l'existence, par exemple, du nationalisme. C'est la transcendance de l'idée de nation, ou de la nation comme réalité. C'est la transcendance de l'idée de l'État. C'est la transcendance de l'existence de la corporation. La corporation, c'est peut-être c'est Vuitton, ou alors c'est l'Olympique de Marseille. Ben, ce sont des entités non seulement transcendante, qui existe dans l'éternité, mais dont découlent des valeurs intériorisées et pour lesquelles je dois me sacrifier. Donc les valeurs sacrificielles qui se trouvent au départ dans l'idée de transcendance. Ben, tout le national-socialisme allemand était fondé sur cette idée-là, à savoir que la nation allemande était comme un corps qui exigeait, c'était un corps unique, mais qui exigeait que ces cellules, les humains, versent leur sang et se sacrifient pour elle, pour cette idée de nation allemande, nation germanique. Et c'est certainement ce qui a permis aux États de se multiplier, sans doute, et de créer ce qu'on appelle, ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. La transcendance, c'est une forme de servitude volontaire. Et justement, des gens comme les Hasla, ils ne connaissent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Pour eux, une entité abstraite comme le groupe, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les voisins, c'est les parents. Mais le groupe, pour eux, comme je dis, il n'y a pas de corporation, il n'y a pas de transcendance de la corporation. Alors, ça donne des quiproquos et des malentendus assez incroyables. Il y a des organisations non gouvernementales qui ont beaucoup milité, continuent à le faire à Palawan, pour la défense des droits indigènes et pour la défense de l'environnement. Et un de ces groupes m'avait raconté qu'ils avaient beaucoup milité pour défendre une communauté un peu au nord, près de Quezon, contre l'intrusion d'une compagnie minière, je crois, enfin minière. Et bon, il y a eu beaucoup de réunions, et j'ai fait la même chose dans le sud d'ailleurs, avec les membres de la communauté indigène, pour parler des problèmes que pouvait causer à leur vie, à leur environnement, la présence de ces compagnies minières, comme quoi ils devaient refuser les offres tout de même fallacieuses de cette compagnie minière, parce qu'en fait ils allaient prendre leurs terres, ils allaient polluer leurs rivières, etc. Et tout le monde était d'accord, tout le monde a dit oui, j'ai eu exactement la même expérience dans le sud. Oui, on va refuser, ils viennent, ils vont nous offrir, je sais pas moi, de l'argent ou des motos,
pour qu'on signe et qu'on dise qu'on est d'accord pour qu'ils viennent exploiter notre territoire. Hein, parce que maintenant, tout ça est juridiquement encadré par des lois. Il y a des très bonnes lois aux Philippines, elles ne sont pas appliquées, mais elles sont très bonnes. Notamment le territoire ancestral des populations indigènes doit être respecté. On ne peut pas y faire d'exploitation sans l'accord de ces populations indigènes. Donc c'est très bien. Donc tout le monde est d'accord, on a été chauffé à blanc là-dessus. Et on avait d'ailleurs même filmé cela, tout le monde était passé devant la caméra en disant non, pas question, moi jamais j'accepterai ça, etc., etc. Et quand finalement les compagnies en question, minières ou forestières, se sont pointées avec leurs offres, les gens ont accepté. Et les organisations non gouvernementales qui s'étaient battues pour eux ont été écœurées en se disant non mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Hein? Eh bien, à mon avis, c'est tout simplement parce que pour les gens m'ont dit, tu comprends, nos voisins là du village d'à côté, enfin de la communauté, de l'établissement d'à côté, eux, ils ont accepté. Donc moi, si j'accepte pas, je vais m'opposer à mes voisins. Ça, je peux pas. Je vais être en contradiction, je vais être en conflit avec. Puis là, j'ai mes parents. Je ne peux pas être en contradiction avec. Si eux ont accepté, moi, je dois accepter. Parce que ça, c'est ça qui est important. Si vous voulez, la survie du groupe, qui est une projection tout de même abstraite, et dans le temps long, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur. Donc, la moindre idée de transcendance, c'est quelque chose qui ne leur plaît pas. C'est pas qu'ils ne peuvent pas la concevoir. Ils sont aussi intelligents que nous, peuvent la concevoir. Mais ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de signification pour eux. Ça, c'est tout de même très, très étrange, lorsqu'on est dans des situations comme ça. Mais dans l'ensemble, encore une fois, c'est des gens qui vivent, alors d'une façon générale, dans l'immanence et l'immédiateté. Et c'est pour ça, alors c'est un autre aspect de leur vie sans doute spirituelle, mentale, n'est-ce pas? C'est de vivre dans le présent. C'est de ne pas faire des plans sur la comète, c'est d'accepter l'aléatoire. Alors on vit, nous, dans des sociétés qui font des plans sur l'avenir, il faut que ça se passe comme ça, dans un an, on va avoir tant de pourcentage de plus dans notre bénéfice d'entreprise, dans un an, je vais aller en vacances à tel endroit, voilà. Donc on économise, on fait des plans, on prévoit l'avenir qui doit se dérouler au cordeau comme du papier à musique. Eh bien, eux, c'est des gens qui vivent dans le présent, dans l'immédiateté, et qui acceptent l'aléatoire, et qui acceptent le risque qui va avec. Et on est aussi dans des sociétés qui n'acceptent plus le risque de vivre, parce que vivre, c'est être en risque tout le temps. Et on est dans des sociétés qui n'acceptent plus le risque, qui ne vivent plus dans le présent, qui vivent justement toujours sur un modèle linéaire et mécanique de la vie humaine en général. Et voilà, c'est là où tout de même il y a une altérité considérable entre les gens comme eux, donc Palawan, Inuit, etc., et puis les gens comme nous. C'est là où il y en a. C'est pas qu'ils sont essentiellement différents de nous, c'est simplement que voilà, ils organisent leur conception des choses, de la vie et des autres différemment, de façon très très radicale. C'est pour ça que je milite maintenant pour une anthropologie qui prend en compte l'anarchie et l'aléatoire dans son système d'interprétation et d'explication de la vie sociale et de la vie collective en général.